Bonjour, bienvenue à tous les participants et à toutes les participantes. Donc, je suis ravie de voir cet après-midi avec nous. Et pour ceux qui ont participé aux 4 webinaires, encore bienvenue et merci de votre fidélité. Alors, aujourd'hui, c'est le dernier webinaire de la série éthique de santé publique liée à la Covid, au temps de la Covid-19. Donc, comme vous le savez, les derniers webinaires, nous nous sommes consacrés à l'éthique de santé publique proprement dite, puisqu'on a évalué les conflits éthiques aussi bien pour la surveillance épidémiologique avec les conflits éthiques liés au traçage, aux applications de traçage. Nous avons aussi parlé des déterminants sociaux de la santé et les inégalités sociales face à l'exposition au Covid. Et également, nous avons abordé la recherche dans le contexte de la Covid et surtout une urgence de santé publique inédite comme celle qu'on suit, puisqu'il n'y a aucune donnée scientifique qui était connue les premiers mois de l'apparition de ce virus. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, au lieu de nous consacrer sur la population et d'avoir un point de vue populationnel, on va se concentrer sur la relation médecin-patient et donc on va aborder avec cela l'éthique clinique. Alors, pour cela, nous avons invité un réanimateur, un sage réanimateur, puisque professeur Wajdi Mazouzi, c'est un réanimateur qui pratique déjà depuis les années 80. Et puis, c'est, je dirais, le pionnier de l'enseignement de l'éthique clinique non conventionnel. Alors, c'était intéressant parce qu'il a fait sous forme de conférence presque dans toutes les conférences de réanimation. Et surtout, il a sorti les réanimateurs, les étudiants en médecine et les autres personnes qui s'intéressent à la réanimation de leur zone de confort en organisant des cafés philosophiques où il aborde les questions d'éthique. Donc, je suis très, très contente d'avoir le professeur Mazouzi avec nous. Mais donc, pour cela, je voudrais justement avant de commencer la réunion, enfin euh, de montrer ma solidarité avec tous les patients et toutes les personnes et les familles des personnes qui ont perdu des malades liés au Covid. Et aussi, je voudrais remercier les médecins, les infirmiers, les réanimateurs, les brancardiers, les personnes qui ont travaillé au niveau des laboratoires et ceux qui ont fait acheminer les denrées alimentaires pour des personnes nécessiteuses et aussi les agents de sécurité qui ont travaillé pendant toute ces périodes pour garder une vie et que la vie continue malgré le confinement. Et donc, ils se sont exposés plus que nous à ce risque de contagion. Donc, en attendant que le professeur Mazouzi s'installe, je voudrais avec vous situer la problématique d'éthique clinique face à la Covid-19. Il est là, notre star, elle est là. Est-ce que vous me voyez? Oui, oui, on vous voit très bien. Je vous laisse l'écran. Voilà, ben moi aussi, je suis ravi de vous voir. J'avais peur que nous ayons un gros souci. La dernière fois, on n'avait pas vu vous voir. Et c'est très dommage. Alors, je suis ravi de participer à cette série de webinaires consacrés à l'éthique au temps de la Covid. Oui, tout à fait. C'est la Covid. Oui. L'Académie française a tranché, on ne dit plus le Covid. Du Covid, c'est la Covid. C'est donc un mot féminin. Et je dois dire que j'apprécie assez cette allusion au monument de la littérature, L'amour au temps du choléra. Nous, on a au temps de la Covid. Je vous remercie et je vous félicite pour cette initiative, car l'éthique a toujours fait figure de parent pauvre dans les programmes de nos facultés et de nos congrès. Tout à fait. Alors, je vous laisse tracer le cadre. Allez-y. Très bien. Donnez-nous la problématique et je reprendrai la parole. Tout à fait, ça marche. Donc justement, j'étais en train d'annoncer et de cadrer les problématiques liées à la Covid, justement, 19. Donc, premièrement, donc on va y aller progressivement, c'est que justement, les personnes qui sont infectées, parce qu'il y a un risque de contamination important, donc, elles devaient aussi être acceptées d'être isolées. Donc, on peut parler de problèmes d'autonomie et de prise de décision, d'autonomie dans la prise de décision. Un autre élément qui est très important par rapport à la Covid, c'est justement le fait qu'on peut avoir des systèmes de santé ou des hôpitaux, des lits hospitaliers qui sont insuffisants pour la prise en charge des patients. Et à ce moment-là, le médecin ou l'équipe médicale devrait
mettre en œuvre des mesures de priorisation. Alors, qui en priorise? Et c'est là, c'est assez délicat et on va en discuter de façon très large avec professeur Mazouzi. Un autre élément qui est très important et qu'on n'a pas abordé en éthique de santé publique, c'est surtout l'obligation de traiter. Hein. Les médecins, les réanimateurs, les infirmiers sont aussi des personnes qui ont des familles, qui ont des personnes âgées chez eux. Et à ce moment-là, quelle est l'obligation de soigner alors qu'ils sont exposés à des risques? Mais également, il se peut que le système de santé n'a pas pu leur fournir des moyens de protection efficaces. Et donc là, je peux faire référence aux infections liées, hospitalières ou nosocomiales pour les gens qui connaissent la thématique. Alors, un autre élément qui est très important, et il faudra peut-être qu'on en parle, c'est très important, c'est le fait qu'on propose à des malades des médicaments qui sont hors homologation et leur efficacité n'est pas prouvée. Donc, voilà. Alors, justement, ces 4 points sont très, très importants à aborder. Il faut en prendre conscience. Et nous allons, professeur Mazouzi va nous accompagner dans notre démarche de réflexion et structurer notre réflexion pour le bien-être aussi bien du patient que finalement toute la population et peut surtout ne pas avoir des actes de santé publique qui puissent nuire ou être malfaisants. Alors justement, ça fait une bonne transition pour que je redonne la parole au professeur Mazouzi pour qu'il nous explique les concepts généraux en éthique clinique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire et ça consiste en quoi? Merci. Alors, c'est un vaste programme. Hein. Je crois que vous avez brassé large, ratissé large, comme on dit. Oui, on Alors, avant profite. de répondre aux questions que vous avez bien énumérées, je vais essayer de préciser quelques concepts. Et en premier lieu, le concept de l'éthique clinique. Je pense qu'aucun conférencier avant moi dans ces webinaires a défini d'abord ce qu'est l'éthique. L'éthique est un Moi, terme. le webinaire 1. Je reverrai ta conférence, pourtant je l'avais vue avec beaucoup d'intérêt. C'est un terme polysémique. Il a beaucoup de sens. Et d'ailleurs, vous allez trouver des pages et des pages concernant la définition de l'éthique et aucune n'est franchement tout à fait valable. Mais on peut la définir comme une réflexion sur les valeurs qui motivent nos actions dans le souci et le respect de l'autre, l'autre avec un grand A, comme disait le philosophe Lévinas, le visage de l'autre. Donc c'est l'autre qui nous interpelle. L'éthique clinique concerne l'éthique dans le contexte des soins, c'est-à-dire qu'elle va traiter des enjeux, les enjeux qui se posent dans la pratique des soins de l'individu. Ben vous, justement, dans votre très belle conférence, encore une fois que j'ai suivi avec intérêt, vous avez parlé de l'éthique en santé publique. Et ici, donc, l'éthique en santé publique concerne la collectivité, donc avec ses particularités. Ceci dit, je pense qu'il est indispensable, dans un deuxième lieu, de rappeler aux personnes qui nous regardent, et je crois savoir qu'il y a un bon nombre d'étudiants, les principales notions qui constituent autant d'outils pour la réflexion éthique. Vous savez qu'en éthique, on parle de boîte à outils. On va vous donner des éléments de réflexion, ben, vous devez réfléchir comme tout un chacun. Le premier outil, c'est le principalisme ou principisme. Ce sont bien entendu les 4 principes cardinaux de l'éthique, de Beauchamp et Childress, que tout le monde connaît ou doit connaître, qui ont fait suite au rapport Belmont, demandé par le gouvernement des USA suite au scandale Tuskegee. Ok. Parlez-nous de ce rapport de Belmont, parce que les étudiants devraient le connaître. Alors, très rapidement, oui. Ce rapport, donc, le scandale Tuskegee concerne une expérimentation qui s'est étalée sur près de 40 ans et qui a concerné les populations déshéritées du sud des États-Unis et bien entendu les populations noires. C'était une étude observationnelle. Ils ont observé l'évolution de la syphilis dans cette population défavorisée. Et bien sûr, sans le consentement inné, ils faisaient des prélèvements. Mais ce qui a le plus difficile, c'est que dans les années 40, les traitements antibiotiques ont été inventés et on a su très tôt que tel antibiotique était actif sur le tréponème. Mais ils ont décidé quand même de ne pas traiter cette population quand même gravissime. Voilà, c'est le scandale. Et le gouvernement a réuni une commission qu'on appelle Belmont, du nom du lieu où s'est réunie cette commission, pour lui demander, pour toutes, donc,
de poser les jalons définitifs de l'expérimentation, parce que je vous rappelle que ceci est survenu après le fameux scandale des expérimentations par les nazis. Et le monde pensait qu'après le jugement de Nuremberg, qui a été suivi du code de Nuremberg pour l'expérimentation, puis par le code d'Helsinki, cette fois-ci édicté par la bienfaisance et la non-malfaisance, qui sont dits les principes hippocratiques. C'est les anciens principes. Tout le monde les connaît, c'est Hippocrate. Mais à ces principes, voire plus, c'est le respect de l'autonomie et le principe de justice. Très bien. Et nous allons voir dans un instant qu'un principe peut être en tension avec un ou plusieurs principes. Vous m'interrompez, Madame Jandy, parce que je suis… Non, on vous écoute passionnément. Alors, je vais parler d'un autre concept, je laisserai le troisième. Que veut dire ces termes barbares? Déontologie, on va se rapporter à l'étymologie, qui veut dire le devoir. Déon, c'est le devoir. Donc, c'est l'éthique du devoir. Il y a l'éthique de la vertu d'Aristote, il y a l'éthique du devoir. Donc, c'est une éthique de conviction qui n'accepte pas les compromis. Elle rejoint les impératifs catégoriques de Kant, que vous devez connaître très certainement. Vous savez que Kant disait il ne faut pas mentir, point à la ligne, quelles que soient les conséquences. La conséquence. Les conséquences. Et bien sûr, une flopée de philosophes ont crié à haut sur le côté en disant que ce n'est pas normal ce que préconise Kant, notamment Benjamin Constant. Non, il y a des circonstances où on doit mentir. On le sait aussi en médecine. Parfois, il y a des mensonges pieux. Alors, à côté, il y a l'éthique téléologique. Alors, la téléologie, c'est-à-dire le but. Là, c'est le contraire. Si le but est bon, qu'importe les moyens, on va voir ce qui va nous intéresser dans le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui. Ici, c'est une éthique de responsabilité qui accepte les compromis. C'est ce qu'on appelle également l'éthique conséquentialiste ou utilitariste par le défenseur de cette éthique. Grand bien pour le plus grand nombre, il faut sauver le maximum de personnes. Ces deux théories peuvent être illustrées par le dilemme du tramway fou. Ok, alors expliquez-nous. J'aime beaucoup, c'est une expérience de pensée proposée par la philosophe Philippe Aroth, qui a connu plein de variantes. Il y a une véritable tramwayologie. Alors, je pense que vous voulez que je vous l'explique, c'est pas la peine. Tout à fait, oui. On rajoute la culture à la science, c'est très bien. Alors, je vais faire mieux que ça, madame. Je vais vous demander de participer. Donc, je vais vous livrer cette expérience de pensée et c'est vous qui allez me donner les réponses. Ah zut, non, on verra. Non, j'insiste. Ou alors, il ne fallait pas m'inviter. Alors, vous allez imaginer, vous allez voir, c'est très simple, et puis il n'y a pas de réponse juste ou réponse fausse. Vous donnez votre réponse en votre âme et conscience. Vous imaginez qu'il y a un tramway qui dévale une colline et les freins lâchent. Il est sur une voie, et au bout de cette voie, vous avez 5 ouvriers en train de travailler. Oui. Et vous voyez que ces 5 ouvriers vont être écrasés par ce tramway fou. Mais à côté, il y a une voie accessoire où il n'y a qu'un seul ouvrier. Oui. Et vous êtes à cette bifurcation et vous avez la possibilité de manier un levier et donc la possibilité de sauver 5 personnes au détriment d'une personne ou bien de laisser les 5 personnes mourir pour sauver la personne. Je m'adresse à vous, madame. Que feriez-vous ? Moi, déjà, même en étant médecin, j'ai choisi ma voie, qui est la santé publique. Et moi, j'opte pour la théorie utilitariste. Très bien, bon. Et donc, et la maximisation du bien. Très ça bien. s'arrête là. Je vais m'arrêter là, je crois que vous avez tout dit. Voilà, donc vous avez choisi, et vous relevez de l'éthique utilitariste. Sauver le plus grand nombre. Oui. 2 minutes encore.
Ok. Maintenant, c'est une variante, c'est la variante du fatman, de l'homme obèse. Vous n'êtes pas à une bifurcation avec un levier, vous êtes sur un pont qui surplombe donc cette voie et vous avez à côté de vous un gros bonhomme, mais un gros. Et vous savez Ok. parfaitement que si vous le poussez et qu'il tombe sur cette voie, il va arrêter le tramway. Mhm. Qu'est-ce que vous faites? J'ai pas assez de force pour le pousser déjà. Vous pouvez demander de l'aide, mais là n'est pas la question. Qu'est-ce que vous faites? Ah non, non, là je m'abstiens, hein, je dis rien. Très Alors, bien. éclairez-nous. Non, ben, il n'y a pas de réponse. Mais simplement, vous voyez qu'ici, là, il y a une connotation émotionnelle parce que vous allez pousser un monsieur, un être humain. Tout à l'heure, vous poussiez un levier. Mais le Oui. résultat est le même, madame. Mhm. Vous allez sacrifier un pour sauver cinq. Alors, vous Mhm. voyez que tantôt, vous êtes utilitariste et Mhm. tantôt, comme vous venez de le dire, vous êtes déontologique. Non, je ne dois pas pousser ce monsieur qui m'a rien fait. Vous voyez un petit peu les nuances. C'est Pas- philosophie. Il y a pas de question, il faut réfléchir. Et vous D'accord. verrez Est-ce qu'on qu'on réfléchit seul ou on réfléchit on ensemble? va parler dans un moment, une réflexion doit être toujours collégiale. Je vais y revenir. Très bien. Alors, la dernière théorie, après on passe à À notre notre sujet, sujet. c'est l'égalitarisme. Parce qu'il est célèbre pour son expérience de pensée du voile Alors d'ignorance. là, ça je connais Rassurez-vous, pas. je ne vais pas vous demander d'y participer. Voilà en quoi consiste ce voile d'ignorance. Quand on veut faire des lois, donc établir un contrat social, pour que ce contrat social soit juste, celui qui le propose doit vraiment ignorer son statut. Il doit ignorer sa classe sociale, il doit ignorer son sexe, ou plutôt son genre, puisque c'est le terme politiquement correct qui est admis. Il doit ignorer son ethnie, sa religion, son handicap s'il existe, ses opinions. Mhm. Il doit être totalement neutre. À partir de là, oui, il peut proposer un contrat social parfaitement juste. Voilà pour le voile d'ignorance. D'accord. Alors, je vais sauter le dernier point. Je comptais vous parler des niveaux de soins, mais ça va être trop Oui. compliqué. Je Ben, en vais fait, entrer dans… c'est juste pour rappeler aux médecins ou des personnes qui traitent, est-ce qu'en situation de pandémie, on peut assurer le même niveau de soins aux patients qu'on a, puisqu'on est dans la posture qu'il faut sauver un maximum de personnes et qu'il y a un flux de malades très important. Est-ce qu'on a encore le temps de négocier la qualité de vie, le confort, ou est-ce que le niveau de soins se limite forcément à sauver des vies? Oui, bah, de toute façon, cette question doit se poser chaque fois que nous avons un malade en face de nous, hein. Il faut qu'on se pose la même question. S'agit-il de lui sauver la vie, ou bien de le maintenir en vie, ou bien de le soulager et de l'accompagner uniquement? C'est bien sûr le switch vers les soins palliatifs. Cette question se pose même en dehors de l'épidémie, peut-être avec plus d'acuité lorsque nous connaissons une période difficile avec des ressources très, très limitées. Mais est-ce que vous négociez ça systématiquement avec les patients? Vous savez, nous avons vu en introduction que l'éthique est le parent pauvre. Moi, Mhm. je bataille depuis plusieurs années pour que les médecins du service expliquent tout aux patients, à la famille. Avant de faire une trachéotomie, on demande l'accord. Ça, c'est nouveau, hein. C'est nouveau. On n'a jamais demandé l'accord à la famille pour faire une trachéotomie. Maintenant, on demande l'avis du patient et s'il refuse, ben, nous sommes obligés de surseoir. Il faut essayer de le convaincre après, mais s'il veut pas, il veut pas. Donc, il y a une culture à faire et c'est pour ça qu'il faut défendre l'enseignement de l'éthique dans nos facultés. Certainement. Allez, Alors je peux justement, continuer. On en sera encore là demain. Alors, après ces rappels qui me semblaient oui, oui, tout indispensables, à fait. Alors, on- on va entrer dans le vif du sujet, oui, tout d'accord? à Alors, fait. les conflits éthiques, là aussi une petite introduction. Alors, les conflits se présentent lorsque des valeurs ou principes éthiques entrent en tension. C'est ce que nous avons vu. La théorie utilitariste entre en tension avec la théorie euh, euh, Déontologie. déontologique. Le principe d'autonomie va entrer en tension avec le principe de bienfaisance, etc.
c'est le dilemme éthique. Et pour sortir de ce dilemme, il faut une réflexion éthique. Elle seule est capable d'arbitrer afin d'arriver à des solutions. Et des solutions justifiables, on va voir ça tout à l'heure. Ces décisions doivent être justifiées et inscrites dans le dossier. Et ceci est très important parce qu'il faut que ces décisions soient justifiables vis-à-vis des patients, de leur famille, des confrères et de la société. On a tous vu à la télévision, il y a eu un flot d'images pendant ces 3 mois. Hein, on a vu une vieille dame italienne qui pleurait à chaudes larmes en disant « Je ne comprends pas, les médecins m'ont dit, on ne va pas hospitaliser votre mari, on a décidé de le laisser mourir. » Je pense que c'est en rapport avec son âge. On verra tout à l'heure que l'Italie a pris une position particulière. Donc, vous voyez, patient Covid, oui, d'accord. Mais nous avons été confrontés avec des problèmes avec les patients non Covid. Donc, la réflexion doit s'adresser à tous les patients. Moi, je dirige un service qui se trouve dans un hôpital non Covid. Eh bien, on a eu de très gros problèmes parce qu'on n'a pas pu faire face à tous les malades non Covid qui venaient, puisque les autres réanimations étaient réservées Covid. Même si elles n'étaient pas saturées, elles refusaient les malades non Covid. Vous avez vu, il y a un problème. Donc l'éthique de santé publique rejoint l'éthique clinique, elles sont interdépendantes puisque le clinicien dépend aussi de l'organisation et du système de soins. Donc finalement, elles sont impliquées, hein, elles sont complètement… Nous sommes la santé publique, nous faisons aussi de l'éthique de santé publique. Alors, je disais, cette réflexion, justement, elle doit être évolutive. Il ne faut pas qu'elle soit fixée. Elle est évolutive parce qu'elle dépend de la situation sanitaire. Lorsque, au début, bien sûr, tout a été réservé pour les patients Covid, parce qu'on s'attendait à une catastrophe. Mais heureusement, la catastrophe annoncée n'est pas survenue. Mais les services ont continué à réserver leurs lits pour des patients qui pourraient venir au détriment des services qui étaient sursaturés. D'accord ? C'est comme ce qu'avait évoqué professeur Gdira dans son dernier webinaire sur la flexibilité, sur la gouvernance finalement. Donc voilà, c'est très important qu'on revoie ça même au lit du malade et pas uniquement au niveau macroéconomique. Alors justement, je voudrais savoir par rapport à la location des ressources, hein, par exemple, je dirais de façon un peu plus spécifique par rapport aux ventilateurs. Sur quelle base vous vous basez sur la location des ventilateurs qui sont peut-être pas très nombreux devant un flux de malades qui a besoin de ventilateurs? Parce que justement, aux États-Unis, depuis le début du mois de mars, toutes les équipes d'éthique au niveau de tous les États, et d'ailleurs ils sont différents par rapport à la réglementation et par rapport à la population, sur les critères, je dirais les critères cliniques pour prioriser les ventilateurs. Et justement, il y avait un débat énorme sur l'âge. Alors eux, comme ils sont capitalistes, ils disaient une personne âgée, elle a déjà vécu sa vie, il faut qu'elle laisse sa place. Est-ce que c'est moralement, ça sera accepté au Maroc? Je vais y revenir. Simplement, je voudrais dire que les enjeux donc, sont en rapport avec l'augmentation de la demande. Bien sûr, chez nous, je voudrais que vous sachiez, enfin tout le monde le sait, je pense, que nous vivons déjà à flux tendu. Oui. En période normale. On a toujours eu ce problème de place en réanimation. Nous avons un problème de respirateur. Donc là, bien sûr, nous aussi, à l'instar de ce qui s'est fait en France, on a poussé les murs, on a augmenté la capacité, mais ça n'aurait jamais pu suffire si on avait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, cette catastrophe annoncée. Alors, j'en arrive à la location des ressources insuffisantes. C'est votre question. Alors, ressources insuffisantes, c'est-à-dire insuffisance de lits de réanimation, mais qui dit lit de réanimation, dit respirateur, personnel, etc. Hein, ce n'est pas la peine d'avoir un lit avec rien pour oxygéner le malade. Alors, comment répartir les moyens disponibles dans le respect de l'éthique? D'abord, il faut savoir qu'il est hors de question d'attendre d'être dépassé pour prendre des mesures. Tous les hôpitaux et toutes les équipes ont été mobilisées. Il fallait anticiper. L'anticipation dans ces circonstances est une exigence éthique primordiale.
on doit se préparer, on ne doit pas attendre que cette catastrophe nous tombe sur la tête. Les intervenants doivent se préparer à cette situation en élaborant des lignes directrices. Et ces lignes directrices doivent prendre en considération les principes de justice distributive, d'égalité et d'équité. Oui. Alors, je précise, avant que vous me posiez la question, la nuance entre équité et justice. Oui, il y a une différence. Oui. Distribution des ressources, bon, c'est l'égalitarisme, c'est ce qui vient à l'idée. Les hommes sont tous égaux, ben, ils vont recevoir les mêmes soins. Bon, en période de pandémie, ça ne se passe pas comme ça. Donc, cette juste distribution doit être pondérée par la nécessité de prioriser les ressources, cette priorisation à laquelle vous avez fait allusion. Et ici, nous avons deux autres principes, on va citer beaucoup de principes, je suis désolé, qui vont entrer en tension. C'est le principe d'égalité. Là aussi, ça relève de l'égalitarisme. Et ce principe relève de la morale et du droit. C'est normal. Toutes les personnes sont égales et doivent recevoir les mêmes soins. Bien, mais en principe, en période de pandémie, où il y a un afflux massif de patients, il faut penser au principe d'équité qui, lui, relève de l'éthique utilitariste, encore une fois. Très bien. On revient à cette éthique. Alors, oui. en cas de pénurie, il est peut-être plus juste d'accorder la préférence à certains groupes. Justement. Il y a quelques années, en France, on parlait, c'était les sociologues, les politiciens qui parlaient de la discrimination positive pour favoriser justement les groupes défavorisés. On leur rendait justice en les servant en priorité. Alors là, on ne va pas parler de discrimination positive, mais on va répartir les ressources de manière inégale. On appelle ça les inégalités justes. Très bien. C'est un peu un oxymore, une égalité juste. Alors, comment on va faire pour définir ces inégalités justes? On va se fonder sur la notion d'utilité médicale. Ok, allez-y. Doit-on réserver ces ressources uniquement pour les malades qui auront plus de chances de succès? J'en arrive à votre remarque tout à l'heure. Et quand on dit plus de chances de succès, est-ce qu'on va tenir compte du nombre total de vies sauvées? On va sauver 20 malades ou bien d'années de vie gagnées. On va ainsi favoriser la prise en charge d'un jeune de 20 ans parce que si on le sauve, on a gagné 50 à 60 années de vie. Alors que si vous prenez en charge un patient de 75 ans, ben vous avez sauvé peut-être 15 à 20 ans au maximum d'années de vie. D'accord? D'accord. Mais est-ce que cette décision, elle est du ressort du législateur, elle est du ressort de l'équipe médicale, elle est du ressort du système de santé? Qui décide de ça au préalable? Parce que j'imagine que vous ne le faites pas au lit du malade. Ben, c'est ce qu'on fait. C'est au lit du malade où on décide qui on va accepter dans le service, qui va-t-on prioriser. Mais c'est une réflexion collégiale entre nous, entre collègues. On va voir les modalités de la priorisation. En principe, je vais le dire dans un moment, pour protéger les soignants, pour qu'ils ne soient pas attaqués par les malades, il faut que l'établissement ait sa propre charte éthique. Je vous ai dit qu'en Italie, je ne sais pas, je vais en parler dans un moment, je pense, mais je peux déjà vous donner un aperçu. En Italie, contrairement à la France, ils se sont basés sur l'âge. Et dans les recommandations de la Société italienne de soins intensifs, ça figure clairement, l'âge peut être pris comme critère d'hospitalisation. Alors que dans les recommandations des autres pays, l'âge ne sert que d'indice pronostic. Mais en aucun cas, l'âge seul ne constitue un critère. Alors, laissez-moi vous parler de la notion d'utilité médicale. Donc, c'est ce qu'on a vu. Maintenant, la notion d'utilité sociale. Attention, ne me faites pas dire ce que je ne vais pas dire. Il y a un danger d'extension à des discriminations. Il n'est pas acceptable de donner la priorité sur la base de considérations de valeurs sociales. Non, ici, on parle uniquement
des personnes qui vont être utiles dans cette période de pandémie. Et bien sûr, il s'agit du personnel soignant qui vont sauver d'autres vies. Donc, il faut les privilégier en dotation de masques, de pays, de traitements, de prise en charge, de vaccins dès qu'il sera disponible, etc. Mais, voilà la notion d'utilité sociale. Vous sociale. m'excusez, mais ça a été controversé. Alors, aux États-Unis, justement, ils ont dit qu'il ne faut pas prioriser les professionnels de santé parce qu'ils estiment qu'ils ont plus de connaissances, que ça va agrandir l'inégalité avec les autres individus, parce que eux déjà, en étant soignants, ils ont plus d'informations. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je vais en reparler dans un moment. Ce n'est pas admis par tout le monde, le fait de prioriser les personnes. Bon, on peut dire que quand même ces gens-là qui prennent un risque pour sauver d'autres, ben, en principe, il faut les favoriser. C'est ça l'utilité sociale. Donc, c'est le principe de réciprocité. C'est aussi le principe de solidarité. Et de réciprocité. Et de réciprocité, tout à fait. Parce qu'ils ont donné, ben, si jamais il leur arrive quelque chose, il faut les prendre en charge. Ce n'est pas admis par tout le monde. D'autres vous avanceront comme argument, ben non, ils savaient ce qu'ils encouraient, et c'est leur métier, etc., etc. C'est pas... La question mérite de rester posée. Alors justement, la discussion sur ce point-là devrait être dirigée par qui? Est-ce que c'est par les professionnels de santé? Est-ce que par la société civile? Qui devrait, si on a un débat là-dessus, et j'espère, qui devrait diriger le débat ou participer au débat? Est-ce que ce sont les sociétés savantes? Est-ce que ce sont les comités de bioéthique? Comment vous voyez les choses? Parce qu'en fait, j'essaye de sortir avec des recommandations finalement. Bon, vous le savez bien, madame, il n'y a pas de Conseil national d'éthique au Maroc. N'est-ce pas? Un comité national d'éthique. On médite dessus. Non. En Tunisie, oui. Dans beaucoup de pays subsahariens, oui, il y a des comités nationaux. Nous n'en avons pas. Nous avons des comités au niveau de certaines facultés, au niveau de la nôtre, au niveau de la recherche, c'est un comité de la recherche. Mais qui se consacre uniquement pour la recherche, pas pour les soins. Vous avez compris? On est très en retard encore. C'est pour ça que ce sera ma conclusion et je suis sûr que vous allez me donner raison. Il faut promouvoir la culture de l'éthique. Très bien. Alors justement, pour ne pas nous éloigner, pardon, on s'est vraiment concentré sur le personnel soignant et sur l'équité, l'égalité. Maintenant, j'aimerais vraiment qu'on développe un peu le côté non-malfaisance et bienfaisance. Et pour ça, je fais allusion aux infections nosocomiales, puisque le Covid peut être transmis au niveau de l'hôpital. Donc, en fait, moi, je reçois des patients pour les traiter contre la Covid. Par contre, avec une mauvaise hygiène, avec des mauvaises pratiques d'hygiène, je peux encore contaminer aussi bien le personnel soignant que les malades. Alors, comment on se prépare pour réduire cette malfaisance ou l'éviter ou la minimiser? Est-ce que vous considérez la lutte contre les infections nosocomiales comme un principe justement éthique pour réduire et minimiser les risques? Et comment ça a été fait, comment ça a été géré dans votre hôpital? Vous parlez du risque nosocomial pour le personnel soignant, d'accord? Oui. Alors, ça nous amène à la question que vous avez posée en préambule. Est-ce que le personnel a une obligation de soigner, quel que soit le risque? Oui. Bon, je vous rappelle que soigner en période d'épidémie, ou non d'ailleurs, est un devoir éthique. Oui. Le fait de soigner avec un risque infectieux, c'est encore plus noble. Déjà, notre mission de soin est noble, mais là, elle est encore plus, cette noblesse est exacerbée. Je dois dire qu'il faut féliciter tout le personnel soignant qui s'est mobilisé pour assurer les soins. Et parfois dans des conditions risquées, parce que je ne vous cache pas, au début, par exemple, dans mon service, qui était considéré non-Covid, on n'avait pas tous les équipements de protection. Alors qu'on pouvait avoir des malades qui débarquaient. Vous savez, les malades ne viennent pas avec inscrit sur leur front « je suis Covid ». Ils viennent pour un problème neurologique, ils viennent pour un problème pulmonaire. Vous voyez, donc, il a fallu convaincre, et bien sûr, l'administration a été rapidement réactive et nous ont donné de quoi s'équiper pour que le personnel, les médecins, travaillent dans des conditions sereines.
Et donc, je vous ai dit, on n'a pas eu de gros problèmes. Et vous savez, Camus écrivait dans La Peste. La Peste, il avait écrit en 47. Et ça ressemble, vous savez, que c'est devenu un best-seller 60 ans, 70 ans après les publications, l'édition de ce best-seller a grimpé en flèche, les chiffres. Il disait ce que l'on apprend au milieu des fléaux, c'est qu'il y a dans les hommes plus de choses à admirer que de choses à mépriser. Et c'est ce qu'on a vu. On a vu des choses vraiment admirables. Tout le monde s'est mobilisé. Les résidents sont partis faire des gardes à Salé, qui était un service de réanimation Covid. Ils sont partis, ils étaient obligés de se confiner 14 jours loin de leur famille après. Vraiment, ils ont beaucoup donné. Alors, je disais, c'est un devoir éthique, mais c'est aussi un devoir légal. Nous avons le droit, le devoir de soigner. Vous savez qu'en France, et là, il existe aussi le droit de retrait, c'est-à-dire l'employé peut refuser, mais à condition de justifier sa décision, et justifiée par une absence de mesures de protection. Bon, je vous dis tout de suite, le législateur marocain ne reconnaît pas ce droit de retrait. Alors, pour que ce droit de retrait ne soit pas effectif, les responsables sont tenus d'une obligation, d'information complète. Il est hors de question de dire non, non, n'ayez pas peur, ce malade-là n'a pas un Covid. Non, vous ne savez pas s'il est Covid ou non. Il faut informer et dire vraiment la vérité pour le personnel. 2, il faut assurer toutes les mesures de sécurité et de prévention en organisant les espaces de soins. Il faut diminuer, moi j'ai vidé un peu l'effectif de mon service pour qu'il n'y ait pas trop de personnel en même temps dans les mêmes couloirs. Il faut désinfecter les surfaces, il faut préparer les EPI, il faut leur donner de quoi se protéger, etc. Et si ces mesures ne sont pas respectées, on ne peut pas exiger du personnel qu'il prenne un risque important. Je vous signale que ce risque est important pour lui et sa famille. C'est ce qui leur fait encore peut-être le plus peur. Il faut protéger aussi la famille. Et ces personnes qui travaillent donc auprès de malades Covid, vous savez qu'ils doivent aller se confiner 14 jours après pour ne pas rentrer chez eux. Et là, c'est magnifique. Il y a eu des hôtels, il y a eu des particuliers qui ont donné des chambres pour que ces personnes-là aillent dans ces structures loin de leur famille. Voilà. Excellent. Excellent. Alors, je vais redire ce dont on a parlé, c'est-à-dire est-ce que ces gens-là qui prennent des risques doivent avoir un accès prioritaire? Non. Cette priorité n'est pas admise par tous et vous avez donné un exemple. Alors, Madame Joly. Tout à fait. Alors, maintenant, un autre élément aussi, parce qu'on a… Je crois que vous avez… On n'a pas terminé la priorisation, non? Oui. Je vous entends pas très bien. On n'a pas terminé la priorisation. Non, 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 allez-y, je vous en prie, parce que c'est un élément très important à discuter, parce qu'il y a beaucoup de controverses. Je reviens en arrière. Comment prioriser? Alors, comment prioriser? Je vous disais que André Gide avait écrit « Choisir, c'est renoncer ». Donc, il faut renoncer à soigner certaines personnes. C'est le tri qui est malheureusement nécessaire et qui impose d'agir éthiquement ou du moins de minimiser les atteintes à l'éthique. Alors, je vais vous montrer un ouvrage dont je vous recommande la lecture. Je pourrais vous le prêter. Je ne sais pas si vous voyez bien. Qui vivra, qui mourra, de Madame Leicester Flack. Vous voyez bien? Oui, oui, tout à fait. Alors, oui. Que dit cette dame-là? Alors, c'est très intéressant parce qu'elle se rapporte au roman, au film, où elle donne des exemples où il y avait des choix. Elle parle justement d'un roman dont a été tiré un film à succès, Le choix de Sophie. Alors, imaginez-vous ce choix. Sophie, une dame avec 2 enfants, se voit proposer par un commandant nazi, alors qu'ils allaient monter dans le train de la mort vers les camps de concentration, il lui propose de sauver un gosse, mais à condition que ce soit elle qui désigne qui doit vivre. Vous voyez un peu ce dilemme qu'il a imposé à cette dame-là.
Alors, dans ce livre, donc, elle donne d'autres exemples. Et là, elle conclut le tri médical, qui est la quintessence du choix tragique. Et elle cite donc le choix de Sophie comme exemple. N'a pas vocation à choisir qui aura ou non droit à la vie. Non, ce n'est pas dans notre ressort. Mais il a vocation à choisir, à sauver le plus de vies possible. Et c'est la justification de ce tri. Tout à fait. Tout à fait. Alors, je vais vous raconter aussi quelque chose que j'aime bien préciser. Allez-y, Lorsqu'on vous avez priorise, la parole. Oui. il y a deux écueils, madame. Mhm. On peut prioriser par défaut. Et là, si on mobilise des ressources pour des patients avec un pronostic défavorable, ben on risque d'éliminer des patients qui auraient pu être sauvés. Tout à fait. À l'inverse, si on priorise par excès, on risque d'éliminer des patients qui auraient pu survivre s'ils avaient été correctement pris en charge. Et c'est ce qu'on appelle la prophétie autoréalisée. Ben, c'est ce qu'on voit constamment aux urgences. Lorsqu'on décide de ne pas prendre un malade en charge, sous prétexte qu'il est trop fatigué et qu'il ne va pas s'en sortir, eh bien, résultat des courses, on ne fait rien. Et effectivement, il va décéder. Donc, vous avez réalisé la prophétie que vous avez annoncée. Eh bien non, il ne faut pas proposer ça. Il faut essayer d'abord de faire le maximum et on voit l'évolution, c'est ce qu'on appelle la réanimation d'attente et c'est ce qui est préconisé. Vous m'aviez demandé tout à l'heure comment doit être cette réflexion. Ben, la réflexion doit être collégiale. On ne peut pas réfléchir tout seul à minuit. Non, il faut réfléchir avec un autre médecin et un représentant paramédical au mieux. Cette décision, comme je l'ai dit tout à l'heure, doit être justifiée et écrite dans le dossier médical. Il faut que les médecins soient protégés de l'incompréhension de la famille et de la société. Mais quels sont les critères que vous incluez dans cette réflexion? Est-ce que c'est la qualité de vie? Est-ce que c'est le contexte alors, les critères, j'en ai parlé tout à l'heure. D'abord, c'est l'âge. C'est ce qu'on met en premier plan. Pour l'éliminer, oui. La plupart des sociétés ne le retiennent pas. Comme je l'ai dit, c'est un élément de réflexion et de pronostic, contrairement à la société italienne qui, elle, et je cite, il peut devenir nécessaire de poser des limites d'âge pour l'admission. Donc, ils ont inclus l'âge comme critère d'admission. Un autre critère, c'est le respect des volontés du patient. Il faut savoir ce qu'il dit, ce monsieur-là. Est-ce qu'il a laissé des directives anticipées? Bon, nous n'avons pas cette culture-là en France, ils l'encouragent d'ailleurs même, des spots à la télévision. Avez-vous écrit votre testament de vie? C'est-à-dire, vous avez des directives anticipées. Vous écrivez noir sur blanc, s'il m'arrive quelque chose de grave, je ne veux pas être intubé, je ne veux pas être ventilé, je ne veux pas qu'on s'acharne sur moi. Oui. Très bien. Donc, il faut respecter. Maintenant, elles sont contraignantes, ces directives. Voilà ce qui a été ajouté dans la loi en France. Elles sont contraignantes. Vous êtes obligé de les suivre. Maintenant, par rapport au Covid, on n'avait pas d'évidence scientifique par rapport au traitement efficace. Ça m'amène à parler des médicaments qui sont utilisés sans une preuve de leur efficacité. Comment vous gérez ça au lit du malade? Comment vous expliquez que j'ai rien à vous proposer, mais je peux vous proposer un médicament qui éventuellement pourra être efficace? Est-ce qu'il y a une négociation avec le patient? Est-ce qu'on demande son consentement? Comment ça se passe? Vous savez qu'on peut prescrire hors AMM. Oui. Bien sûr, on respecte pour des individus, pas pour toute une population. Non, je vous donne mon point de vue et ce qu'on fait au lit du malade. Oui. En matière d'antibiothérapie, j'avais posé la question aussi à un réanimateur de Marseille. Pour certains germes résistants à tous les médicaments disponibles, on peut tester des médicaments, même si on sait que le laboratoire nous a répondu inefficace sur cette souche, à condition, par exemple, d'associer ces deux médicaments. Bon, si on n'a rien d'autre à proposer, c'est la base même de la prescription hors AMM. Si on n'a pas d'autre alternative, et si on pense, en notre âme et conscience, que le bénéfice-risque penche vers le bénéfice, on peut être amené. Maintenant, en matière de santé publique, je pense que vous faites allusion au protocole de Raoult, là,
qu'est-ce que ça a été un feuilleton, hein, c'est un jour oui, un jour non. Il y a les détracteurs, les défenseurs, les politiciens se sont mis là-dedans. Je ne vois pas ce que viennent faire les politiciens dans une discussion purement scientifique. Oui. Il est clair que malgré l'urgence, il faut respecter les bonnes pratiques cliniques de la recherche et des soins. Respecter ce qu'on appelle l'oxymore, se hâter lentement. Il ne faut pas faire de bêtises. Maintenant, il y a une urgence. Il y a un risque majeur. Et on l'a vu. Vous avez vu le nombre de morts, 30 000 morts en France, plus de 100 000 aux États-Unis. Le principe de précaution, encore un autre principe, qui doit prévaloir, là aussi en tenant compte du bénéfice-risque. Le Maroc a choisi le protocole du professeur Raoult parce qu'il, et je suis tout à fait d'accord, le risque est faible. Il propose ce protocole d'utiliser des molécules connues de très longue date, dont on connaît les effets et les complications. L'hydroxychloroquine et l'azithromycine, ce pas des médicaments qui datent d'hier, ils sont bien connus. Par contre, nous avons en face un risque majeur et dans nos contrées, on aurait été très vite dépassé. Très bien, très bien. Excellent. Donc, je pense qu'on a couvert tous les aspects, l'autonomie, nous avons couvert aussi la bienfaisance, la non-malfaisance, n'est-ce pas? La responsabilité, donc, et puis la justice. Nous avons abordé tous les sujets. Bon, moi, comme je suis connectée depuis mon téléphone, je n'ai pas accès aux questions-réponses, alors je vous laisse le soin de répondre aux questions qui sont posées par les participants. Donc, vous pouvez les voir sur votre écran. Je ne sais pas, alors je vais demander à un résident Message. Voilà, bon, c'est une question qui rejoint ce dont on a parlé. La priorité à donner au personnel médical et paramédical, y a-t-il on l'a discuté. Efficacité, épargner une ressource rare? Oui, c'est ce qu'on a désigné par le terme d'utilité sociale. Oui, c'est une ressource rare. Un infirmier, un médecin devient rare. Il faut le prioriser, le soigner. On a tous vu, par exemple, en France, je crois, le président des médecins du privé qui a attrapé la Covid et qui est revenu travailler. Donc, dès qu'il s'est senti mieux, c'est magnifique. Hein? Oui. Donc, oui. Peut-être qu'il faut prioriser ces gens-là. Très bien. Écoutez, je pense qu'on arrive à la fin de la session et puis j'aimerais bien vous laisser conclure. Avec plaisir. Le mot de la fin, avec le mot de la fin. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir? La Covid a constitué un défi sanitaire à l'échelon mondial. Nous avons tous été logés à la même enseigne. Pays riche ou pauvre, tout le monde a souffert. Et je vais paraphraser Descartes, je vais mettre encore un peu de culture. Descartes disait à propos du bon sens que c'était la chose au monde la mieux partagée. Et là, je pense qu'on peut dire que la Covid a été également la chose au monde la mieux partagée. Tous les pays en ont pris pour leur grade, si je puis dire. Ça a constitué également un défi éthique pour tous les soignants, pour tous les pays, les soignants de tous les pays, riches ou pauvres. Nous avons vu ces réanimations débordées en Italie, en Espagne, des gens dans les couloirs. On n'aurait jamais pu imaginer voir ça dans ces pays riches qu'on prenait pour modèle. Mais le mot de la fin. Je voudrais insister ici sur la place que doit occuper l'éthique clinique dans la formation du médecin théorique et au lit du malade. Vous savez qu'enseigner l'éthique n'est pas une chose aisée, parce que l'éthique ne s'enseigne pas. Elle s'apprend en regardant. C'est ce qu'on appelle le curriculum caché. Vous apprenez en voyant comment votre patron travaille, comment il se comporte avec les patients, avec la famille. Et on espère qu'il se comportera bien pour que vous puissiez vous aussi le prendre comme modèle. Alors, le soignant va se trouver désemparé, soit parce qu'il va disposer de multiples moyens pour maintenir un sujet en vie, c'est l'obstination déraisonnable, parce que nous avons plein de machines, soit, comme dans le cas de cette pandémie, il ne dispose pas d'assez de ressources pour tous les patients, avec cette nécessité de ce tri tragique.
et donc il risque d'être désemparé. Autrement dit, de manière triviale, il risque de perdre le nord. Or, que doit-on faire lorsqu'on perd le nord? On doit consulter sa boussole. Et l'éthique peut servir de boussole dans plusieurs circonstances. Et je terminerai sur cette phrase. Excellent. Ben, je pense que c'est une très bonne conclusion et qui me plaît beaucoup parce qu'elle fait référence à la formation. Elle fait aussi référence à l'organisation de nos services, peut-être en constituant des comités d'éthique clinique qui peuvent justement aider les médecins et à prendre comment dire, des décisions consensuelles pour réduire leur souffrance, pour que le médecin ne se sente pas uniquement responsable de la prise de décision. Donc ça, c'est un élément très important. Et donc, j'aimerais clôturer cette série de webinaires, je pense, de la première saison sur le temps, l'éthique clinique, enfin l'éthique de santé publique au temps de la COVID-19 par vous remercier tous les participants qui ont été fidèles à tous les webinaires. J'espère que ça vous a donné l'envie d'apprendre plus sur l'éthique de santé publique, d'être encore plus alerte par rapport à ce qui se passe autour de vous, aux prises de décision aussi bien au lit du malade, dans votre famille et des politiques de santé publique, et que vous serez plus éclairé, informé. Et je vous invite aussi, et c'est ce qui fait la différence entre moi et professeur Mazouzi, je vous invite à lire la littérature anglo-saxonne sur l'éthique clinique et sur l'éthique santé publique. Ils sont très en avance, très en Lisez, avance. en n'importe quelle langue, mais lisez. Lisez, voilà. Ben, ça, c'est un beau mot de la fin. Écoutez, je vous remercie énormément. Je vous souhaite beaucoup de chance avec cette pandémie pour vous, pour votre famille. Et puis, voilà, portez-vous bien. Et Merci on essaiera de également se le retrouver bonjour chez bientôt. toi. Au Oui. revoir. Au revoir, au revoir. Merci. Merci.